Bonjour à tous, je suis actuellement à Mundolingua, le musée des langues à Paris, et je me trouve en compagnie de Pierre, qui a donc Salut. un blog sur l'espagnol. Salut Pierre. Salut, bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais te présenter aux gens qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Pierre, comme Pierre, Tout à fait. et j'ai un blog sur l'apprentissage de l'espagnol, un peu sur la culture d'Amérique latine et de l'Espagne, qui s'appelle Hola Amigo, et une chaîne YouTube. Et j'ai rencontré Pierre. À la base, on s'est rencontrés parce que j'ai écrit un article invité pour lui sur son blog, sur notamment l'Amérique latine, les petites différences de langage. Voilà pour la petite présentation. Tout à fait. Et concernant ce blog, en fait, comment est-ce que tu en es venu d'une part à t'intéresser aux langues et à un moment à faire un blog sur les langues et sur l'espagnol plus principalement? Alors, les raisons principales, c'est que j'avais un rêve, vraiment un grand rêve, c'était de voyager en Amérique latine. Et j'étais super motivé. Et à l'époque, je devais faire un stage. Donc j'ai dit, on va essayer de faire un stage en Amérique latine. Et pour cela, je suis reparti de zéro, en fait, en espagnol. Parce que j'étais le cancre de la classe, tu vois. J'étais celui qui avait 2 sur 20, 3 sur 20. J'ai regardé il n'y a pas longtemps mes notes, voilà, c'était catastrophe. Et donc j'ai tout réappris de zéro, par moi-même, un peu en autodidacte, depuis chez moi, parce que je ne pouvais pas voyager à l'époque. Et ensuite, j'ai passé un entretien de stage pour un stage au Costa Rica. J'ai été pris et j'ai dit, voilà, pourquoi je pourrais pas raconter un peu mon aventure, comment j'ai fait pour apprendre l'espagnol un peu tout seul, que ça m'a permis de voyager, tout ça, voilà, partager cette envie d'apprendre une langue, tout simplement. Et justement, tu parles d'Amérique latine. En fait, pour toi, ton intérêt pour l'espagnol t'es venu de ton envie de découvrir l'Amérique latine, si j'ai bien compris. Ouais, c'était vraiment une envie de voyage, tu vois. Et voilà, voir des nouveaux continents, rencontrer des nouvelles personnes, l'aventure en fait, tu vois, c'était la grande aventure, quoi. Et en Amérique latine, à part le Costa Rica, tu as vu quel pays? Alors j'ai fait 6 mois au Costa Rica et c'était super intéressant. Le seul bémol, c'est que des fois je pratiquais moins parce que je travaillais avec des Français. Ah, c'est toujours le problème. Alors ça, c'était le point qui était dommage. Par contre, je vivais en communauté avec des Costariciens, des Colombiens. En fait, on était une grande colocation d'étudiants, donc ça, c'était cool parce que j'avais l'occasion de parler vraiment en soirée et tout ça. Donc des fois, c'est là qu'on a le plus l'occasion d'échanger avec les gens et d'avoir la langue et la conversation très plus authentique, en fait, ce qui se pratique vraiment. Et ensuite, je suis allé au Panama. Je suis allé au Nicaragua, en Équateur et en Colombie. Sachant que là où j'ai passé le plus de temps, c'est en Équateur parce que j'ai fait un mois de volontariat suite au tremblement de terre qu'il y a eu en mai 2016. Donc il y avait eu un tremblement de terre. Je suis allé sur la côte et là c'était super parce que pareil, je me suis retrouvé en immersion dans une association avec des gens de toute l'Amérique latine, tous les accents, les Argentins, Équatoriens, Colombiens et tout ça. Voilà, en gros, c'est ma première expérience de l'Amérique latine. Et au niveau de la langue espagnole, en fait, maintenant, tu atteins quel niveau? Alors ça c'est toujours intéressant parce que souvent les gens disent t'es bilingue. Et quand tu parles bien une langue, souvent tu dis je suis pas bilingue. Parce que bilingue, on va dire que on pourrait dire que c'est une maîtrise parfaite. Donc de tous les petits dialectes, Là aujourd'hui je parle couramment espagnol, je peux comprendre tous les dialectes entre guillemets, c'est-à-dire si quelqu'un a un accent, il n'y a pas de problème, je comprendrai. Et je peux parler de tous les sujets, donc voilà, je parle couramment. Très bien. De toute façon, plus on apprend une langue, moins on a l'impression de bien la parler, parce que plus on se rend compte qu'il y a plein de petites subtilités, des accents, et c'est sans fin. Ouais. Et maintenant que tu as un recul sur la langue espagnole, qu'on dit souvent assez facile, comment toi tu l'aperçois? Est-ce qu'elle te semble facile, difficile? Est-ce qu'il y a des subtilités? Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'espagnol à ce niveau-là? Alors ouais, les deux facilités, je dirais, qui sont connues, c'est qu'en fait, souvent on apprend l'espagnol à l'école. Donc on a une espèce de base, même si on n'a pas très bien appris, on peut avoir une espèce de souvenir, cette petite mémoire qui restera quand même pour la compréhension. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de transparence, étant donné que ce sont deux langues latines. Donc ça, on va dire que c'est les deux atouts qui font dire que l'espagnol d'ailleurs est facile. Ensuite, c'est très difficile, du coup, au contraire, d'avoir un espagnol qui est complètement, qui est nickel, comme on dit, très très propre, sans faute de conjugaison, sans faute de prononciation au niveau des accents et tout ça. Donc, moi, je dirais que la plus grosse difficulté, ce serait plutôt les conjugaisons,
bien maîtriser le passé simple, le subjonctif, qui est des temps qu'on n'utilise pas d'ailleurs en français. Par exemple, le passé simple, on l'utilisera jamais à l'oral, alors qu'eux l'utilisent quasiment tout le temps. On dit par exemple, on ne dit pas je fus en Amérique latine, je vis telle chose, voilà. Ça s'utilise pas alors qu'en espagnol, si. Ça, je dirais que c'est la grosse difficulté. Je le vois parce que, en fait, moi, j'ai jamais fait espagnol à l'école et j'apprends l'italien depuis un certain temps. Et c'est vrai que l'italien, c'est vu comme la langue facile par excellence parce que ça ressemble beaucoup au français et c'est sûr que on progresse vite. Mais pour passer d'un niveau italien, je commande des pizzas, à un niveau vraiment propre, comme tu dis, on va utiliser le passé simple qui n'était pas aussi courant, mais qui est quand même très utilisé par exemple dans la presse, l'imparfait du subjonctif qui est encore bien vivant. Tout ce qui est conjugaison, expression, accent, c'est vrai qu'à un moment on se rend compte que les langues latines sont pas si simples que ça et qu'il faut du travail. C'est ça. Il y a une apparence de facilité au début, quoi, comme on dit. Disons que c'est gratifiant au début, mais c'est vrai que si on veut parler, je pense, un très bon espagnol, italien, portugais, on voit qu'il y a quand même du travail à fournir. Et justement, toi, tu disais avoir un peu désappris ce que tu avais appris à l'école pour être reparti de zéro. Et en fait, comment est-ce que toi, tu as appris l'espagnol récemment? Alors, donc, je repartais de zéro. J'étais chez moi, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors, au début, j'ai cherché tous les outils possibles que j'avais sur Internet, les applications, les formations aussi. Et il y en a une qui m'a particulièrement aidé au début à reprendre vraiment en tant que débutant, c'est Michel Araps. Michel Thomas. Ouais, je confonds toujours parce que c'est les éditions. C'est Michel Thomas qui existait en France par Araps. Ah oui, voilà, exactement. Et donc, en fait, c'est tout simple, c'est des petits podcasts audio. Il y a toute une série. Il y a une série débutant, une série avancée. Et ça dure. En fait, ce que j'adorais, c'est que ça durait 3-4 minutes. Très, très court. Et il y avait une conversation. C'était pas juste quelqu'un qui parlait. Donc, en gros, c'est comme s'il y avait un élève, un prof. Et ils discutaient, et donc moi je répétais, des fois je parlais tout seul dans ma cuisine, je répétais à chaque fois, j'essayais de répéter, de parler comme si j'étais dans les conversations, et ça m'a vraiment aidé. Ça c'est la base, et ensuite il y a eu Mocelingua qui m'a énormément aidé pour le vocabulaire. En plus il y a la courbe de progression, donc il y a des choses qui sont assez intéressantes, on peut savoir combien de mots on a appris et tout, et quand je vois, c'est un de mes meilleurs investissements en fait, parce que j'ai payé 5 € et j'ai appris, je crois que j'ai appris 2000 mots, tu vois, enfin quelque chose d'hyper important. Et ensuite, j'ai beaucoup fait de films et tout ça avec les sous-titres, sans sous-titres, tu vois. Et toujours en essayant soit de mettre en pause, soit de répéter en fait. Même sur Mocelingua, j'essayais toujours de participer en fait, de répéter les choses, tu vois, de vocaliser, comme on dit. Ouais, parce que même Mocelingua j'utilise aussi, ou n'importe quelle méthode. À partir du moment où on se met juste à être passif à recevoir et vraiment répéter tout ça, forcément, au final, mis bout à bout, ça représente beaucoup plus de temps de parole, quoi, donc d'entraînement. Et juste pour finir, et la dernière chose qui m'a aidé, c'est tout simplement, j'ai rencontré une fille qui parlait très bien espagnol, et je faisais des petites conversations avec elle toutes les semaines, un rendez-vous. Voilà. Un pilier aussi pour... C'est ça. Et finalement, quand tu parles pas mal de l'oral, est-ce qu'il y a des choses en espagnol que tu trouves faciles ou difficiles? Parce qu'il y a quand même quelques sons qui sont pas en français. Est-ce que toi, ça t'a posé problème et comment tu t'en es sorti? C'est un grand thème quand même, l'accent dans les langues. Surtout quand on sait que nous, les Français, par exemple avec l'anglais, il y a des langues comme ça, on a toujours un peu de mal avec l'accent. En espagnol, donc il y a vraiment le R roulé, le R, qui peut être un peu difficile. Et il y a la prononciation de la theta. Donc il y a un peu comme un TH anglais dans la prononciation qui ressemble beaucoup comme ça. Et sachant que selon les accents, ça peut varier beaucoup. Donc après, du coup, moi, au niveau des accents, il y a vraiment une chose, c'est que tant que faut juste être compréhensible, c'est pas grave de parler comme un natif en fait. Au contraire, c'est bien d'avoir une touche personnelle. C'est plus quand ça va remettre en cause plutôt la compréhension de la personne en face que ça peut être dangereux. Et oui, ce qui peut perdre les gens un petit peu, c'est bien accentuer l'accentuation. L'accent tonique sur le mot, tu veux dire? L'accent tonique, parce que il y a la règle des accents, et ensuite il faut connaître aussi toutes les petites exceptions. Et la deuxième chose, c'est par exemple quand on dit voiture, c'est carro, donc C-A-2-R-O, et c'est pas la même prononciation du R quand il y a deux R par exemple, c'est carro, alors que sinon on dirait par exemple carro. Carro. Et d'ailleurs qui veut dire cher. Donc c'est deux mots différents.
Donc par exemple, donc Caro c'est plutôt d'ailleurs qu'on dirait en Amérique latine, et on dirait coche en Espagne. Mais voilà, des petits détails comme ça. Mais il faut pas se prendre la tête avec l'accent, je pense. C'est pas grave. Il faut pas. Oui, parce que finalement, je vois des gens, des étrangers qui parlent très bien français. Ils ont un accent, on les identifie tout de suite, mais c'est vrai que finalement, il faut mélanger la compréhension qu'on peut donner et l'imitation. Enfin, oui, voilà. À partir du moment où on atteint un certain niveau de précision, on se fait comprendre, on a peut-être un petit accent qui reste, mais voilà, il faut viser cette rigueur, cette précision, je pense. Et pas forcément, ou alors dans un second temps, l'accent natif, quoi. Ça donne du charme. Oui, en plus, un charme exotique. Et du coup, en fait, tu as pris l'accent d'où, finalement, avec toutes tes tribulations Moi, j'ai très peu d'accent. Par exemple, j'avais fait un défi avec Johanna, une copine qui a un blog, qui a donc le blog des langues étrangères. Donc, et donc, Johanna, qui parle plusieurs langues aussi, qui parle espagnol, on avait fait un défi. Donc, un truc qui est efficace d'ailleurs, hein, se lancer des challenges avec quelqu'un quand on apprend une langue pour avoir une sorte de pression sociale. Un truc qui va faire qu'il y a quelqu'un qui va nous dire bah alors t'en es où, moi je progresse, on se défie de façon amicale bien sûr. Et nous c'était un défi où à la fin on devait faire un battle de rap en espagnol. Donc ce qui est quand même dur parce qu'il faut arriver à faire des rimes, il faut faut avoir un bon niveau. Et les gens par exemple trouvaient que Johanna avait un meilleur accent. Parce que moi j'ai un accent assez clair, tu sais, je prends justement très peu d'accent où j'essaye très peu de coller à, tu sais, par exemple un pays ou de parler de telle manière. Tu vois, c'est pas quelque chose je préfère garder une touche française en fait. Je trouve ça rigolo en fait. Voilà. Surtout que c'est une réelle problématique pour les langues un peu internationales comme ça, parce que par exemple l'anglais, on finit par le parler avec tellement de gens différents qu'en tant que français, sauf si on habite un endroit, on finit par prendre une sorte de mélange d'accent britannique, américain, je sais pas quoi. Ouais, l'anglais c'est toujours problématique parce qu'il y a le fameux le globish. Oui, mais souvent on finit par prendre une sorte d'accent globish qui est l'accent de partout et nulle part, quoi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être la limite qu'on pourra dire de... si on s'entraîne pas assez sur l'accent, ce serait peut-être d'être vraiment globish, c'est-à-dire d'avoir un truc qui est un peu informe, un peu voilà, ça serait peut-être la limite, je pense. Et à part l'espagnol, tu as d'autres projets de langue à l'heure actuelle? Est-ce que tu parles d'autres langues à un bon niveau? Alors du coup, voilà, donc je parle français de naissance. Après j'ai appris l'anglais à travers les cours, mais aussi parce que je lis en anglais, des choses comme ça. Et en fait, il y a un grand projet que j'avais, c'était d'apprendre le russe, qui était difficile. Je m'étais beaucoup renseigné parce que je savais qu'il y a des langues qui peuvent être un peu plus difficiles, même si c'est toujours comparé à la motivation, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais par exemple, on peut dire quand même que russe, par exemple le japonais, certaines langues vont être un peu plus dures. Et j'ai décidé du coup d'attendre pour apprendre le russe et de maîtriser bien l'espagnol. Et maintenant, je me suis lancé dans le russe parce que je sais que l'espagnol, je peux me faire plaisir, lire un livre, regarder un film et tout. Et j'ai les très grosses bases, donc maintenant, ça peut rouler tout seul. Alors que le russe, il va falloir que je me plonge complètement dedans. Ouais, ça, je pense que c'est le problème quand on apprend plusieurs langues. On me demande souvent, est-ce qu'on peut apprendre plusieurs langues à la fois? Oui, c'est le cas. Mais le risque, c'est de commencer une langue, la pratiquer un peu, et ensuite essayer d'en apprendre une langue, enfin en rajouter à chaque fois plusieurs couches. Et à chaque fois, la langue qui se retrouve en dessous, on finit par l'oublier un peu. Donc, faut avoir la discipline, de la pousser vraiment à fond pour avoir un bon niveau qu'on va pouvoir garder, quoi. C'est primordial. Comme tu dis, je pense que... Mais on a tous fait l'erreur parce qu'au début, on est excité, on est motivé de se dire « Ah, je vais apprendre ces deux langues ». Et la limite, les débutants, et moi le premier, la première question que je m'étais posée, est-ce que je peux apprendre deux langues en même temps? Et tu as envie de dire « Attends, déjà, si tu apprends une langue, que tu la parles bien, ce qui est quand même quelque chose qui nécessite du travail, de bien s'organiser, comme tu dis, plein de choses. Tu dis c'est déjà énorme. Alors pourquoi on va essayer d'en apprendre déjà deux, de se mettre des difficultés comme ça énormes? Je me rappelle d'une fille sur le groupe Les langues en partage qui avait dit je comprends pas, je progresse pas. Je suis en train d'apprendre deux langues, le russe et le japonais. C'est quand même ça, boulot, je te jure, et elle avait mis ça. Et c'est pas qu'elle ne peut pas apprendre les deux en même temps, mais c'est qu'à un moment, faut éviter de se mettre, de se mettre autant de difficultés d'un coup, quoi. Je veux dire, elle apprenait quasiment parmi les langues les plus difficiles, qui font partie des langues qu'on peut appeler les plus difficiles, et elle apprenait les deux en même temps. Donc, c'est sûr que pour avoir des bons résultats, il
faut s'accrocher, quoi. Voilà. Oui, c'est sûr, moi j'apprends le japonais en ce moment et j'aimerais bien apprendre le russe, mais c'est sûr que je vais pas me mettre russe ou autre avant d'avoir atteint un niveau suffisamment solide de japonais, sinon ça va être le château de cartes, ça va s'effondrer. Ouais. C'est ça. Et donc toi, tu déconseillerais d'apprendre plusieurs langues à la fois? Bah, comme on disait, ça serait de se concentrer sur une langue en atteignant un certain niveau, qui est un peu le niveau le plaisir et conversation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut avoir des conversations, on a moins besoin d'apprendre de façon plus formelle, parce qu'en parlant, on va progresser, on a déjà les bases. On apprend plus en contexte. Voilà, exactement. Et à partir de ce moment-là, on peut se lancer dans une autre langue. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être, moi je préconiserais d'attendre un certain niveau et ensuite de se lancer dans un autre projet. Et parmi ces langues, est-ce qu'il y en a une que tu préfères Bah là, je saurais pas dire. J'ai pas assez de, je parle pas encore assez de langues. J'en ai d'autres que j'aimerais apprendre et pour le moment, j'ai pas encore assez de recul justement pour dire. Après, j'avoue que j'adore parler espagnol, tu vois. Et j'aime moins parler anglais, par exemple. Je me sentirais moins à l'aise, moins bien quand je parle anglais, quand j'arrive dans une auberge de jeunesse, quand il y a des Espagnols, des Anglais, tu vois. Puis il y a ce côté ouf, c'est que par exemple, en auberge de jeunesse, j'arrive, tout le monde parle anglais. Et il y a un Mexicain, ça m'était déjà arrivé, c'est au Costa Rica. Et moi, j'arrive, le Mexicain, on parle ensemble, on rigole, tu crées des relations et t'es tout seul parce que les autres, ils disent putain, mais ils parlent quoi en espagnol? Les autres, tout le monde parle anglais, le globish, on a tous un peu cette base d'anglais. Et quand on a autre chose encore à côté, ça crée des relations beaucoup plus fortes. C'est vrai que les auberges de jeunesse, si vous parlez plusieurs langues et que vous tombez sur les bonnes personnes, ça peut donner des sessions de conversation assez sympa, ouais. Assez sympa, ouais. C'est sympa. Et que ce soit pour apprendre l'espagnol ou même une autre langue, est-ce que toi tu as une routine, des ressources que tu utilises que tu pourrais conseiller? Ouais. Alors là par exemple, ce que je fais avec le russe, mais qui marche très bien avec l'espagnol, c'était toujours donc faire des séries d'exercices assez courtes, 5-10 minutes, et d'en accumuler plusieurs qui vont toucher à plusieurs choses, à plusieurs sens. Donc par exemple, soit quelque chose qu'on va écouter, un moment où on va plutôt parler, et quelque chose qui va être plutôt visuel. Des fois, ça aide aussi quand on retient du vocabulaire. Et donc, typiquement, moi, par exemple, un moment, j'écoutais un podcast audio par jour. Donc, en espagnol, il y en a 2 qui sont super. Je vais les donner. C'est News in Slow Spanish. Donc, tout simplement, c'est un podcast anglais, mais vu qu'il parle que espagnol dedans, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas de barrière de langue. Et il parle des news 5 minutes tous les jours et de façon assez lente. Ce qui est assez cool quand on commence à apprendre. Et du coup, même un débutant peut commencer à s'y mettre. Il y a celui-là et il y a Espanol Pod. Et ensuite, je couple ça avec, par exemple, Mocelingua, qui m'a bien aidé. 5 minutes par jour ou 10 minutes, pas plus. Je répète à chaque fois les mots et je me fixe toujours se fixer des objectifs très précis. Par exemple, 15 mots par jour. 15 mots par jour, quitte à fixer un peu moins, mais tout le temps les faire. Et il y a ce contentement quand on les fait, quand on voit sa progression ensuite, voir si on a été régulier. Et la dernière chose, c'est se fixer un rendez-vous, soit avec un prof, soit avec quelqu'un pour discuter tout simplement. Et au moins une fois par semaine, au moins. Et là, je dirais, moi au début, donc je payais une personne pour parler avec moi en espagnol. Et c'est quoi à dire, mais des fois, juste le fait de payer, moi je payais quelqu'un, mais juste 10 € pour 1 heure de conversation. Alors, j'étais obligé, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, il faut que je rentabilise, je mets de l'argent sur la table et du coup, j'avais pas le choix. Une fois par semaine, j'avais aucun échappatoire. Je faisais ma conversation et au final, je le regrettais jamais. Et à la fin, on regrette pas de l'avoir fait. Voilà, en gros, c'est pour dire une petite routine déjà de base qui pourrait utiliser et l'écoute, la pratique orale et la mémorisation de tout ce qu'on va appeler du vocabulaire, sachant qu'il y a un peu moins besoin d'apprendre la grammaire sur l'espagnol, par exemple. On peut se permettre de plus focal d'abord sur le vocabulaire. Moi, je vais rebondir sur 2 choses intéressantes. Ouais. C'est que, quelle que soit la langue que vous apprenez, il y a souvent en effet des petits podcasts de news simplifiés. Et ça, c'est vraiment bien parce que la radio, je trouve que c'est un des trucs les plus durs à écouter. Ah ouais. Il parle toujours vite. Enfin, écoutez la radio française et mettez-vous à la place d'un étranger, voilà. Donc, ouais, il y a assez souvent des trucs courts déjà, ça c'est bien parce que format court. Une demi-heure de France Inter, par exemple, pour l'étranger, c'est horrible. Et des choses illustrées parfois avec des trucs de vocabulaire, il y en a dans pas mal de langues, donc cherchez-en si vous aimez écouter les nouvelles, quoi. Et ensuite, c'est important de se fixer des rendez-vous parce que d'une part on va parler avec des vraies personnes
et on va pas pouvoir cacher un peu son manque de travail. Et c'est vrai que ça structure et c'est bien. Par exemple, si vous avez du mal à rester motivé, à rester régulier, mais en fait, ça oblige un peu pour travailler pour ces rendez-vous. C'est ça. Il y a cet engagement. Un peu, et aussi sur l'argent, parce que souvent il y a des gens qui veulent tout faire gratuitement. Donc, évidemment, si on peut économiser et pas prendre des trucs avec un mauvais rapport qualité-prix, d'accord. Mais c'est vrai que engager son argent, c'est engager, on peut engager son temps, on peut engager d'autres choses, mais engager des choses dans son apprentissage, des choses personnelles, ça permet vraiment de lui donner de la valeur. Alors que si on reçoit plein de trucs gratuits, en fait, c'est comme les prospectus, ça finit à la poubelle. Donc, non, mais les comparaisons est plutôt bien trouvée. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves personnellement plus dures dans l'apprentissage des langues, avec lesquelles tu as des difficultés, comment tu arrives à les résoudre? Alors, en espagnol. Ou autre, de manière générale. Ou avec les langues. Alors, ce que je trouve le plus dur, c'est vraiment le départ. En fait, ce que je trouve le plus dur, c'est par exemple, je dirais le premier mois ou les 2 premières semaines. Enfin, du coup, ça dépend de la vitesse de progression, mais où on a quasiment rien et c'est hyper dur de progresser et on peut quasiment pas parler. Pour moi, ça c'est le plus dur parce que à partir du moment où on peut dire comment on dit ce mot dans la langue, qu'on peut dire ça je comprends pas, tu peux me redire ça, et qu'on a cette espèce de base, on peut même avoir des débuts de discussion et on va toujours progresser. Mais il y a un départ où ça m'est arrivé là en russe sur Tandem. C'est tellement le début que en gros c'est laborieux de chez laborieux parce que j'ai quasiment aucune base. Je commence. Et c'est là où c'est le plus désagréable en fait. Quand on comprend pas, on dit à la personne tu peux écrire, je sais toujours pas ce que c'est, et on se dit mais la personne doit nous détester en face, alors qu'en fait non, hein, souvent ils sont patients, eux aussi ça leur arrivait. Pour moi en fait c'est l'espèce de 2-3 premières semaines où vraiment quand on part de zéro, tu vois. Ah bah, de toute façon, c'est avant la première conversation. Je pense que les gens arrêtent en majorité à 2 moments, c'est avant de commencer. Enfin, au moment de commencer, et plusieurs années après, quand on a pu rester motivé, intéressé par son projet. Mais c'est vrai que ça, c'est une réelle difficulté de la majorité des apprenants et qu'on rencontre, quelle que soit la langue apprise, c'est le démarrage, quoi. Qu'est-ce que je fais, quelles ressources, quelles activités, avec qui, Et de pas trop s'éparpiller dans le sens où si on utilise 20 outils, on utilise 0 outil. C'est pour ça que, par exemple, je sais pas pour toi, mais on m'a souvent demandé ce que je pensais sur telle ou telle méthode. Mais finalement, je préfère parfois rester sur des méthodes que je connais bien et les utiliser parce que je sais comment les utiliser. Alors que si 20 méthodes à la fois, en fait, c'est ne rien faire, quoi. Il y a ce problème aujourd'hui de Internet, c'est qu'en fait, les gens ont tellement de possibilités aussi d'apprendre. Par exemple, c'est tout bête, mais une application, il y en a 2 ou il y en a 3, et que c'est très bien. Et ça devient aussi un truc, c'est que si on a trop de voix, on fait plus rien en fait. Et pour finir, est-ce que tu aurais un mot de la fin, des conseils spécifiques pour qui voudrait apprendre l'espagnol ou une autre langue? Alors, le mot punch que je dirais pour se bouger, c'est vamos, qui veut dire aller, mais qui veut dire aussi du coup se bouger pour voyager, quoi. Typiquement, se donner comme deadline ou se donner un objectif, un voyage. Pour moi, c'était dans 5 mois, je vais au Costa Rica. Ça, c'est le genre de pression positive qui peut aider. Parce qu'en plus, ça fait une fin au projet. Et une fois qu'on est revenu du voyage, qu'on s'est amélioré, on peut faire un nouveau projet. Donc, je trouve exactement. Un voyage, c'est vraiment bien. Exactement. Et les films en espagnol aussi, il y a des trucs super sympas. Donc là, plus en mode loisir, si vous aimez la culture, que ce soit les films et les musiques, faites des petites recherches, quoi. Écoutez ce qui vous plaît. Écoutez pas obligé de regarder les classiques. Bon, moi, j'aime pas Almodovar. Typiquement, c'est pas grave. Il y a plein d'autres choses. Enfin, c'est d'ailleurs c'est personnel et voilà. Faites-vous plaisir aussi avec les ressources qu'on va dire plus culturelles et des choses où vraiment vous allez profiter. Que aprovechan. Très bien, en tout cas je te remercie Pierre, et si vous voulez aller voir sa chaîne, vous aurez le lien dans la description. On vous a aussi concocté un petit fichier avec les ressources, les conseils de Pierre pour apprendre l'espagnol. Vous pourrez aussi le télécharger si vous aussi vous voulez apprendre l'espagnol. Voilà, en tout cas je vous remercie, je te remercie merci. Pierre, et voilà, à très bientôt. Et pour la vida, comme on dit en Costa Rica, et je vous souhaite une vie pure et pleine d'aventures. Voilà, très bien dit. Allez, à bientôt, merci Pierre. Merci.